Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne Happy and Bio. Bonjour Luc, je Bonjour suis, Valérie et bonjour à tous. je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur, voilà, on va dire beaucoup finalement de thématiques, même si on pourra véritablement pas tous les aborder parce que c'est très très large. Je vais dire en deux mots, donc vous êtes ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle, mais pas que. Donc avant de justement détailler tout votre parcours, je vais vous laisser prendre la parole et vous présenter, voilà, présenter un petit peu en quelques mots votre parcours. Oui, ben la présentation que vous avez faite a la vertu d'être courte et simple, et c'est vrai que c'est celle que je préfère aujourd'hui. Mais pour vous répondre, c'est vrai que j'ai commencé évidemment par des études de médecine classiques, conventionnelles, qui m'ont beaucoup appris sur l'être humain, son fonctionnement sur le plan matériel, et puis je me suis aussitôt installé donc, ce qu'on appelle maintenant le médecin généraliste, j'appelais ça, moi, à l'époque, c'était plutôt le médecin de famille, qui était quelque chose de plus sympathique à mon sens, mais bon. Et, euh, et j'ai commencé à exercer donc mon travail de médecin conventionnel, avec tout ce que ça comportait, les gardes de nuit, de week-end, etc., les formations professionnelles. Et puis aussi, j'ai suivi tous les ans un certain nombre de cursus en médecine dite naturelle. Donc, ça a commencé par l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie. J'ai beaucoup utilisé le laser aussi, qui était vraiment un outil, qui est un outil remarquable. Voilà. Puis au fur et à mesure, j'ai fait j'ai développé tout ce qui était nutrition, micronutrition, alimentation, ostéopathie, myothérapie, vertébrothérapie, et puis tout ce qui était mésothérapie également, neurale thérapie. Et puis après ça, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui était aromatothérapie, phytothérapie. Donc j'étais un passionné. Je me suis aussi beaucoup passionné sur tout ce qui était de la pensée. Euh, Penser sur le corps, penser sur les autres, avec les groupes de prière, par exemple, dont j'ai vu beaucoup des résultats, en particulier qui ont été homologués à Harvard, aux États-Unis. Et après ça, c'était aussi des personnes qui étaient dans mon cabinet et qui me parlaient de leur, ce qu'on appelle maintenant les états de mort imminente. Voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de patients aussi qui sont venus me voir, des thérapeutes, des guérisseurs, des magnétiseurs. Ils venaient me voir à l'époque parce qu'en fait, beaucoup de médecins refusaient de les avoir dans leur cabinet à cause de leur profession. Moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé. Au contraire, on a pu échanger et puis avec le temps, on a eu des consciences et de confiance et puis on a beaucoup échangé. J'aime Et bien raconter une petite histoire comme ça avec une jeune femme qui arrive dans mon cabinet et puis je commence à prendre sa fiche pour commencer à écrire. Puis elle est restée debout en me disant, vous savez, docteur Baudin, il faut que je vous dise déjà, avant toute chose, que je suis voyant. Alors d'accord. moi, je m'arrête, et puis je la regarde, et puis très sérieusement, je lui dis, oh, c'est pas grave, ça se soigne. Et puis, elle a ri, elle a moi aussi, j'ai souri, et puis donc, elle s'est assise, et puis au cours de toutes ces années, on a beaucoup échangé aussi sur ses talents de voyance, sur ses capacités, etc. Et tous ces rebouteux magnétiseurs m'ont permis, m'ont montré un certain nombre de techniques. Euh, parce que j'étais passionné, j'ai toujours été passionné par les gens qui étaient capables de soulager avec leur seule main. Et puis j'ai beaucoup voyagé aussi parce que j'adore ça. C'était mon hobby principal quand j'avais des vacances. Je partais avec mon sac à dos et puis j'allais découvrir à droite et à gauche des pays magnifiques et voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et c'est vrai que j'ai fait aussi un grand tour du monde à la fin de mes études de médecine qui a duré presque un an et demi. Et j'étais là le routard où je vivais avec les gens, les locaux, je dirais quelque part. Je mangeais dans les restaurants populaires, etc. Parce que
petit moyen. Et en fait, à la fin de ce grand voyage, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu tires de toutes ces choses que tu as vues? J'ai vu l'ex-l'URSS, j'ai traversé le transsibérien, le Japon, j'étais parmi les premiers Européens à aller dans la Chine à l'époque, j'ai passé 6 mois en Inde, etc. Donc, qu'est-ce que j'en ai sorti de tout ça? Et en fin de compte, ce que j'en ai sorti, c'est que c'est qu'en fait, je vous disais, j'étais vraiment parmi la population, avec la population, et ce que je me suis aperçu, c'est que partout dans tout le monde, dans toutes les populations, toutes les personnes ne veulent une seule chose, c'est vivre en paix, avoir de quoi manger dans leur assiette, avoir un toit au-dessus de la tête, et puis de vivre dans des conditions décentes, et puis avoir leur famille et leurs proches autour d'eux. Et à partir du moment, et ils sont tout à fait respectueux de tout ce qui peut se passer autour et de la pensée des autres, à partir du moment où les autres en font de même, évidemment. Et donc, c'était vraiment une grande leçon, et c'était ma leçon euh, De vie, en de ce fait. monde, de cette. Ben, c'est vrai que la principale C'était, chose qu'on souhaite tous, peu importe le niveau social, peu importe l'éducation qu'on a reçue, c'est d'être en bonne santé et d'être heureux, voilà, et avoir un minimum, voilà, de vivre décemment. En fait, finalement, quand on recherche, c'est aussi une recherche du bonheur, ça passe par là. Après, tout le reste, c'est que matériel. tout le C'est reste n'est que matériel, et je dirais, je serais encore plus méchant que vous en disant que le reste, ça fait partie de l'intérêt de certains, qui n'est pas l'intérêt de la communauté. Donc voilà. Donc tout à fait. je pense que tout le monde me comprendra dans les propos que je suis en train de tenir. Absolument. Alors moi, voilà, je suis allée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, visiter votre site parce que le parcours, il est très, très riche et on a envie d'en savoir plus, notamment parce qu'on parle beaucoup plus actuellement, on parle du bien-être, mais le bien-être, ça veut tout et rien dire en fait, hein. On peut très bien avoir avancé des choses qui sont fausses aussi comme vraies, mais au niveau du bien-être, en tous les cas, on parle beaucoup de médecine naturelle qui sont complémentaires et d'ailleurs qui sont de plus en plus acceptées par des personnes qui viennent du milieu médical. Alors vous, ça a été très tôt parce que je pense que vous avez un esprit très ouvert, mais aussi même dans certains hôpitaux, on commence aussi à accepter ces médecines naturelles qui sont complémentaires. Et puis après, ben, on ira aborder un peu plus loin ce pourquoi j'ai souhaité, parce que moi j'ai découvert votre livre, un de vos livres, parce que vous avez plusieurs best-sellers, qui est Remonter son énergie, et de parler un petit peu de tout ce thème énergétique et comment ça fonctionne et pourquoi ça va aussi avec la santé, parce qu'on voit des petites choses un peu sur le net, mais on ne comprend pas forcément. Donc je voulais qu'on en parle un petit peu pour savoir comment ça fonctionne avec la santé, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que faire du sport, il y a un ensemble de choses, voilà, que vous avez dû certainement découvrir au travers des populations que vous avez rencontrées. Oui, c'est sûr, parce que comme je vous disais, j'ai vu les magnétiseurs, les guérisseurs, les toucheurs de feu en France. Mais après ça, j'ai vu des amchis au Tibet, des guérisseurs philippins, brésiliens, des médecines traditionnelles chinoises, des maîtres de Qigong, etc. Donc j'ai, donc j'ai appris un certain nombre de techniques dont j'ai vu les résultats, mais je ne me suis pas permis de les pratiquer pendant un certain temps pour la simple et bonne raison que je ne savais pas ce que je faisais et je ne savais pas pourquoi ça marchait. Et puis est arrivé un moment où c'est vrai que moi en médecine on était beaucoup plus dans la physique, dans les mathématiques, etc. C'était l'origine à l'époque de la plupart des étudiants. Donc j'avais passé un bac plutôt mathématiques, physique, chimie, et donc je me suis intéressé un beau jour à la physique quantique, au traité de physique quantique. Et c'est là que j'ai compris, en ce sens que les physiciens quantiques nous le disent, nous l'expliquent très bien, c'est qu'en fait, toutes les particules de l'univers, y compris les particules qui nous constituent, ne sont que des concentrations d'énergie. La matière, c'est de l'énergie concentrée. C'est de l'énergie concentrée. Ces particules vont s'associer pour former des atomes, qui vont former des molécules de plus en plus complexes, des protéines. Ils vont former après ça des cellules, des organes, des organismes. Et ces différentes particules sont reliées par des forces, interaction faible, interaction forte, électromagnétique, gravitationnelle, etc. Mais tout ça sont des émanations toujours de l'énergie, de la force. Excusez-moi. Et donc, d'un seul coup,
j'ai compris que l'homme était énergétique avant d'être biologique et avant d'être chimique même et avant d'être biologique. Et donc, ça, si on rajoute à ça, bah, évidemment, ma formation en acupuncture qui m'a porté à la médecine traditionnelle chinoise. Je me suis aussi intéressé pendant un moment à l'Ayurveda. Et si vous regardez un petit peu les constructions qu'ont fait la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, la circulation des énergies, l'Ayurveda avec les corps subtils, avec les chakras, avec tous ces éléments-là, d'un seul coup, avec si vous alliez ça avec les connaissances de la physique quantique, vous commencez à avoir une vision de l'être humain. Comme l'être humain est énergétique en priorité, c'est l'origine première, eh bien on peut comprendre pourquoi des soins énergétiques qui vont travailler sur l'énergie du corps humain peuvent avoir des répercussions aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique des individus. Et donc c'est là que je me suis senti libéré à ce moment-là parce que je comprenais enfin de quoi il en ressortait. Et puis à ce moment-là, ben, j'ai commencé à exercer quelques techniques et dont j'ai vu les résultats sur mes patients qui étaient très heureux d'ailleurs que je pratique avec eux. Je faisais déjà de l'acupuncture, donc j'étais déjà un peu dans Oui. l'énergie. Et c'était la suite. Et je dirais, pour terminer un petit peu ce chapitre, quoi qu'on peut continuer de le suivre si vous le désirez, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est aussi, grâce à cette physique quantique, revisiter la constitution de l'être humain avec cette vision quantique. En ce sens que les Chinois, comme les Indiens, ont expliqué la fonction de la formation du corps humain, de l'organisme humain, mais avec leurs mots à eux et les connaissances de l'époque, qui sont justes, je ne remets pas ça en question, mais elles sont présentées d'une manière, je dirais, simple et là on pourrait très bien organiser des visions différentes, par exemple des corps subtils qui seraient non pas amalgamés comme ça, mais on peut très bien les considérer comme étant des hologrammes aussi qui tournent autour de nous. On peut considérer également que les chakras sont comme des trous noirs qui sont aussi qui absorbent les énergies, etc. Donc on peut avoir aussi une vision beaucoup plus moderne, tout en restant toujours enraciné dans les connaissances ancestrales, parce que nos ancêtres avaient Avec d'une belle d'énormes vision connaissances. des choses qu'ils ont décrit avec leurs mots et leurs connaissances. Tout à fait et justement au niveau des énergies, parce qu'on en parle notamment, de plus en plus alors vous avez fait aussi même de la micronutrition, même beaucoup plus loin que ça, au niveau de des formations. On commence à parler de plus en plus du système, intestinal et justement des énergies et du fonctionnement et la relation aussi même avec le cerveau. On dit maintenant aussi que l'intestin, c'est le premier cerveau et que même si on a une hygiène de vie saine, avec le deuxième, bon, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, vous avez raison. Et comme ça, j'apprendrai Le davantage. premier cerveau, je vais vous dire lequel, et ça va certainement vous surprendre, c'est le cerveau du cœur. Ah ben vous voyez, ça, je ne l'avais pas encore entendu. J'entendais, j'ai vu et j'ai lu et entendu des choses sur justement l'intestin, parce qu'on en parle beaucoup par rapport à l'alimentation, mais pas le cerveau du cœur, même si je sais qu'il a une place très Le importante. cerveau Le cerveau du cœur est très très important et c'est lui qui reçoit d'abord les informations. C'est lui qui va faire déjà quand vous avez eu un sentiment, une émotion, une intuition, ça vient d'abord de lui. Et ensuite, lui va envoyer cette information au cerveau et non pas ça va pas dans le sens inverse, contrairement à ce qu'on pensait. Le cerveau, tel qu'on voit, d'ailleurs, on peut aussi regarder le cerveau comme étant euh, un phénomène Un appareil. mécanique, bien sûr, neuronal, mais ça va bien plus loin, en ce sens que le cerveau aussi serait quantique, quelque part. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu également ce qu'on était en train de dire. Mais le premier à ressentir les informations, c'est le cerveau du cœur, qui va transmettre après ça au mieux. Après ça, le cerveau de l'intestin, oui, il intervient d'une manière très très importante à beaucoup de niveaux, mais je pense pas. Pour moi, c'est pas lui qui est qui est le plus
prédominant, bien qu'étant, bien sûr, comme tout cerveau dans notre corps, quelque chose d'important. Et j'en dirais aussi un petit mot au passage que notre nos intestins contiennent énormément de germes, de bactéries, de virus, etc., et qui sont extrêmement importantes pour notre corps. On aurait même 10 fois plus de germes et de bactéries dans le corps qui nous sont utiles, voire indispensables, que de cellules. Donc 10 fois plus de bactéries et de germes utiles dans l'organisme, aussi bien pour la digestion que pour la fabrication de certaines vitamines, que pour les premières défenses de l'organisme. Donc c'est lui qui commence à reconnaître aussi le soi et le non-soi, quelque part également. Donc c'est vrai que C'est très intéressant. C'est très intéressant, merci. C'est vrai que c'est la première fois, en tous les cas, peut-être pour d'autres personnes qui nous regardent actuellement, que j'entends pour le cœur, mais c'est vrai que finalement, ça expliquerait aussi toutes les émotions que les êtres humains ressentent, qu'on n'arrive pas forcément à gérer, parce qu'on ne gère pas forcément toutes les émotions, mais qui ont des impacts derrière, même sociétal, très importants, en fait, au niveau émotionnel. Si le au niveau premier cerveau, c'est le émotionnel, cœur. on l'a tous ressenti un jour ou l'autre. On a d'un seul coup une émotion forte et boum, on sent quelque chose qui vient, comme si quelque chose venait serrer dans la poitrine. Et donc, aussitôt, corps, le cœur est vraiment l'élément, le premier à ressentir un petit peu tout ce qu'on vit et tout ce qui nous entoure. Le cerveau, lui, va plutôt travailler avec ce qu'on appelle à tort d'ailleurs, parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité, le cerveau gauche, la raison, le raisonnement, la logique, etc. Tandis que le cœur, lui, il nous donne des informations qui correspondent plutôt à ce qu'on appelle le cerveau féminin, je dirais. Voilà. Donc, ce qu'il faut, et je vais tendre le cou aussi à une légende urbaine, c'est que les hommes et les femmes ont les mêmes cerveaux. Déjà, on déplaise aux machistes. Et puis après ça, les femmes n'utilisent pas davantage leur hémisphère droit et les hommes davantage leur hémisphère gauche. Ça, c'est faux. On a largement des preuves en médecine comme quoi les deux cerveaux sont identiques et travaillent autant chez les hommes que chez les femmes. Qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes? C'est une question de connexion entre les différentes zones du cerveau. C'est des connexions qui sont différentes. C'est la plastie. La plastie est différente en fonction de la génétique, en fonction de l'imprégnation hormonale, mais cette plastie aussi, elle varie au fur et à mesure des ans. C'est pour ça que les cerveaux droits et cerveaux gauches changent en fonction, par exemple, avant la ménopause ou après la ménopause, avant l'andropause ou après l'andropause. Si vous faites, par exemple, si vous vous mettez à jouer du piano, eh bien, au départ, vous allez avoir du mal avec les doigts, avec l'oreille, etc. Mais au fur et à mesure, ça va se faire facilement. Pourquoi? Parce que votre cerveau va avoir créé des millions de connexions, nouvelles connexions, qui vont vous permettre à ce moment-là de jouer harmonieusement du piano. Et si vous arrêtez le piano pour faire, je ne sais pas, de la flûte ou du bien, eh bien à ce moment-là, au fur et à mesure, ces connexions du piano vont se perdre, vont se défaire pour faire les nouvelles connexions des joueurs de flûte ou de billard. Donc ça se fait, ça se défait. Notre cerveau est absolument merveilleux à cause de ça, mais les femmes ne se servent pas plus de l'hémisphère droit, les hommes ne se servent pas plus de l'hémisphère gauche. Ça, c'est une légende urbaine. D'accord. Et donc, du coup, d'où le fait qu'on dise souvent qu'il faut faire travailler son cerveau, notamment chez les petits, et que dès le plus jeune âge, il faut activer comme ça pour pas uniquement l'imagination, mais leur faire travailler le cerveau parce que ça leur permet de créer, etc. Je suppose que ça. Surtout que les enfants avant 7 ans ont aussi des connexions que nous, on a eu tendance à perdre, justement sur le plan énergétique. Ils sentent, ils voient, ils ressentent des choses que nous autres adultes avons eu tendance à perdre. Pour des multiples raisons. Et c'est vrai que là encore, je parlais par exemple des hommes avant l'andropause ou après, etc. Mais il y a aussi avant la puberté et après la puberté. Les connexions, là encore, sont pas les mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les adolescents sont si volatiles parce qu'en fait, les connexions sont pas encore stabilisées. Et c'est bien que de temps en temps, il y a
il y a des éruptions Il dans y le a des montées et cerveau. des descentes. C'est le cas de le dire. Voilà, Bah, vous avez avec fait la connexion, je voulais qu'on revienne aux énergies, vous avez fait la connexion seule, merci. Du coup, sur les énergies, je voulais qu'on en reparle un peu plus, qu'on arrive à comprendre. Alors évidemment, il faudrait voilà, beaucoup plus de temps, je suis sûre qu'on aurait plein de sujets à aborder qui sont passionnants, mais comment justement, comment comprendre dans le quotidien, surtout dans, bah, je dirais, dans la société actuelle où c'est compliqué, comment ça fonctionne les énergies. On parle souvent d'énergie positive, négative. Je suis allée voir sur également votre site où vous parlez des énergies nuisibles. Il y a plein de choses. Comment on peut arriver justement, parce que effectivement l'être humain aujourd'hui il est très sensible. Il y a le côté émotionnel, il y a l'esprit. Enfin, vous allez pouvoir un peu nous parler de tout ça. Comment on peut arriver un peu à l'intégrer? Il y a les chakras. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses finalement pour arriver. On se perd un petit peu. Qu'est-ce que c'est essayer d'avoir des énergies positives, voilà, de se nettoyer? Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Ben, faut bien comprendre. Là, je disais tout à l'heure que tout est énergétique autour de nous. Nous sommes énergétiques. Et d'ailleurs, on vibre sur un grand nombre de fréquences qui va depuis les infrarouges, parce qu'on sait qu'on peut très bien nous voir la nuit avec les infrarouges, jusqu'à la lumière, c'est-à-dire on sait que le corps émet des photons, ce qu'on appelait des biophotons, etc. Donc c'est un énorme champ vibratoire, l'être humain. Et dans tout ça, nous sommes entourés de d'une énorme quantité d'énergie, parce que quand on voit le vent, par exemple, nous, on voit tout de suite une masse d'air qui se déplace, ça c'est sûr, mais c'est aussi une énorme masse énergétique qui est en train de se déplacer et qui produit de l'énergie. Ces énergies qui nous entourent, il faut bien comprendre qu'elles rentrent dans le corps humain, elles nous nourrissent, elles nous informent, et donc ces énergies sont extrêmement très puissantes. Et en fait, nous devons être toujours en équilibre entre l'intérieur, les énergies qui nous traversent, les énergies qui sont à l'intérieur de nous, et l'extérieur. Et c'est quand il y a une mauvaise circulation entre un mauvais équilibre, des blocages énergétiques, des ralentissements énergétiques, eh bien que à ce moment-là, ça peut favoriser la survenue de troubles déjà, voire même aller plus loin vers favoriser des maladies, favoriser, parce que d'autres éléments rentrent en compte aussi, et puis ça peut agir aussi sur le psychisme, etc. Donc, ces énergies, on les capte d'une manière inconsciente et à ce moment-là, ces énergies, elles circulent dans le corps. On a les méridiens qui ont été décrits en acupuncture, on a les nadis qui ont été décrits en Ayurveda, les Polynésiens parlent de petit fil Aka, et ces énergies, elles circulent dans des vaisseaux qui sont comparables à nos artères qui circulent avec le sang oxygéné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie va pas donner l'énergie du corps. L'énergie du corps, elle va y participer, mais la principale énergie du corps provient de l'ATP, l'adénosyltriphosphate, qui est fabriqué sur le plan physique par nos mitochondries qui sont dans nos cellules. Les énergies qui vont entrer dans notre corps et qui vont passer par ces méridiens ou ces nadis, peu importe, eh bien elles vont aller régénérer non pas les cellules, mais elles vont aller régénérer les particules et les atomes. Elles régénèrent les atomes qui sont des atomes constitutifs de notre organisme. C'est là-dessus. Donc là aussi, c'est mal compris, c'est mal intégré par rapport à ça. Et donc, parce que les atomes aussi s'usent avec le temps et donc ont besoin aussi d'être régénérés, d'être remplacés, etc. Et donc ça, c'est le rôle de l'énergie. Et cette énergie, là encore, il y a un autre élément qui est très souvent oublié et qui est dommage, c'est qu'en fait, cette énergie qui rentre va être utilisée, comme je viens de vous le dire, mais après ça, elle devient une énergie usagée. Un petit peu comme l'eau que vous buvez, ça transforme en urine. Eh bien, ces énergies usagées doivent aussi être éliminées régulièrement par notre organisme. Et là aussi, j'ai constaté que beaucoup de problèmes venaient d'une mauvaise élimination de ces énergies usagées, justement. Et donc, ces énergies usagées peuvent être responsables de fatigue, de mal-être, voire même de problèmes de santé, ou au moins aggraver les problèmes de santé.
Donc c'est pour ça que déjà nous, ce qui va être important, c'est avant de travailler encore sur les énergies usagées, qui va être plus du domaine du thérapeute énergéticien, du magnétiseur, eh bien nous, ce qui est important déjà à notre niveau individuel, c'est de travailler pour remonter son niveau énergétique, c'est-à-dire apporter des bonnes énergies au corps. Apporter des bonnes énergies au corps parce que, comme je vous l'ai dit, ça va permettre de régénérer l'ensemble des particules et des atomes qui sont les éléments constitutifs du corps. Donc c'est vraiment essentiel par rapport à ça. Et donc ces énergies, déjà, on les capte d'une manière naturelle, comme je vous l'ai dit. Souvent, ça rentre par les chakras, mais il n'y a pas que les 7 chakras principaux. Il y en a des nouveaux, d'ailleurs, de nouveaux chakras. Et il y a plein de petits chakras sur la peau, chaque cellule a un petit chakra également qui lui permet d'entrer et sortir les énergies. Et donc, ces énergies vont régénérer les atomes. Et donc, c'est vraiment extraordinairement important pour l'activité de nos organes et de nos organismes. Voilà. Est-ce que ça a répondu un petit peu à ta question? Oui, Je n'ai oui, pas fait dur. tout à fait. Bon. Je vous demanderai même davantage, sans rentrer évidemment dans le détail, parce que derrière, il faudrait une formation longue. Qu'est-ce que chaque individu pourrait justement, pour remonter son énergie au quotidien? Parce que c'est pas évident, surtout quand on est dans une société où c'est très anxiogène, même si on se dit, ben, je vais prendre 5 minutes pour faire, on va prendre la méditation, parce que c'est très en vogue actuellement, ça fait pas tout. Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre des petites choses en place? Parce qu'il y a le mental aussi qui travaille, peut-être que vous expliquerez après. Et du coup, vous pouvez avoir envie la plupart des personnes ont envie de s'en sortir, mais malgré tout, le mental est pouf. Je ne sais pas si on peut dire le mental ou voilà, le moral, en tous les cas, est plutôt négatif. Tout à fait, parce que de toute façon, à partir du moment où on a des énergies qui sont basses, obligatoirement, on va se retrouver dans des états des états moraux, pardon, qui vont être bas, avec plus facilement de l'anxiété, voire de la déprime. Il faut bien savoir que c'est même extrêmement important pour l'épidémie de Covid qu'on vit actuellement, parce qu'en fait, à partir du moment où on a un niveau vibratoire élevé, là, l'attaque, les risques d'infection sont très limités. Les infections arrivent quand les niveaux vibratoires baissent et sont bas. Là, on est plus sur le niveau vibratoire des germes et donc ils peuvent plus facilement se développer. Alors, comment le faire? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint un petit peu le mode de vie, un mode de vie sain. Donc, la première chose, c'est de prendre une alimentation qui va être déjà plutôt biologique. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Valérie, Ah, là-dessus. complètement, oui. Je dirais même au-delà du biologique vraiment naturel et pas le logo simplement, parce qu'on sait que l'utilisation du logo, voilà, mais brut. Je vais rester je vais rester simplement sur le plan énergétique, parce que bon, je rentrerai pas dans les détails de quelle alimentation, bien sûr, les crudités, les fruits, tout ça, on ne peut que les privilégier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend une alimentation biologique, cette alimentation biologique apporte de l'énergie parce que ça vibre à un niveau plus élevé, alors qu'une alimentation industrielle va pomper notre énergie, est une énergie, sont des alimentations à énergie basse, et si bien que quand on doit les digérer, eh bien, ça va nous pomper notre énergie pour les digérer, ce qui nous donne d'ailleurs le coup de fatigue après le repas. Une alimentation biologique apporte de l'énergie. Je rentre même pas dans les détails. Alors aussi, c'est pour ça qu'il faut manger plutôt cru ou faiblement cuit, parce que dès qu'on monte la température ou qu'on recuit les aliments, ça fait baisser leur niveau vibratoire. Alors, il n'y a pas d'interdit non plus. Hein. Un bon ragoût n'a jamais tué personne. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre que voilà, que ce ne doit pas être notre alimentation quotidienne par rapport à ça. Donc l'alimentation bio, de préférence de pays, de saison, parce que notre corps est aussi adapté à la saison que l'on vit et au pays dans lequel on vit, et donc est déjà la base numéro 1. Après ça, il y a l'eau. L'eau est aussi très importante parce qu'elle nous apporte aussi de l'énergie sur le plan physique. Et souvent, quand on a un coup de fatigue, buvez 1 ou 2 grands verres d'eau, vous verrez que vous allez sentir une amélioration. Mais ce que vous pouvez faire aussi avec l'eau, j'ai une bouteille sur la table, mais je ne la prends pas parce qu'on voit l'étiquette et je ne veux pas faire de publicité. Mais vous prenez votre bouteille et vous la secouez.
Vous la secouez ça comme ça pendant une 10, 20, 30 secondes, et en la secouant, à ce moment-là, ça va agiter les molécules et ça va permettre l'ionisation de l'eau et qui va lui permettre à ce moment-là d'avoir une meilleure efficacité au niveau du corps également. Après ça, bah, ça revient aussi aux notions déjà de l'activité physique, parce qu'une activité physique avec surtout l'oxygénation du corps est extrêmement importante, parce que là encore, ça va faire bouger les énergies, les faire circuler, favoriser l'élimination des énergies usagées. Tout ça, je parle uniquement toujours sur le plan énergétique. Hein. Et donc, tout ça, ça va être des éléments qui sont déjà extrêmement importants à mettre en place déjà, rien que pour son plan, sa vision énergétique. Voilà. Après ça, on peut travailler à un niveau différent. Déjà, ce qu'il faut bien savoir, c'est que il est important de regarder aussi l'endroit où nous vivons. Parce que il y a des endroits qui ont des bons niveaux énergétiques, il y a des endroits qui ont des très forts niveaux énergétiques, mais en général sont des lieux sacrés, et puis il y a des endroits qui sont pauvres en énergie, et ça c'est important parce que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas une bonne énergie, un bon niveau vibratoire, à ce moment-là, là encore, l'endroit où vous êtes risque de pomper votre énergie plutôt que de vous en donner, ce qui devrait être le cas plutôt avec les lieux d'habitation. Donc, si vous vous sentez souvent fatigué, par exemple dans votre habitation ou dans ou dans un lieu, dans votre lieu de travail, etc., n'hésitez pas à faire appel à un géobiologue qui viendra vous aider par rapport à ça. Après ça, il y a un autre point aussi qui est important, c'est la captation des énergies. La Et captation, ça. je sais que Valérie a une question qui lui brûle les lèvres. Comment que c'est-il qu'on fait ça? Et oui, parce que là, Comment? c'est. On peut cap... Non, alors je sais qu'on peut capter des bonnes énergies comme on peut capter des mauvaises énergies, mais souvent, tout du moins Non, c'est pas comme ça. Bon, alors je vous laisse plutôt nous expliquer. Non, 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 non. Ce qu'il faut bien comprendre, déjà, il faut perdre aussi le coup là-dessus, c'est que les énergies sont bonnes, elles sont joyeuses, elles sont positives. Quand on fait des soins énergétiques, c'est quelque chose d'extrêmement agréable à ce point de vue-là. L'énergie, elle est à fond, elle est abondante autour de nous, et c'est que des énergies qui sont bienveillantes. Alors bien sûr, il y a des énergies négatives, nous sommes bien d'accord, mais elles sont pas du tout les énergies euh, je dirais, majoritaire, loin s'en faut, sinon on ne serait plus là pour en parler. Et donc, quand on capte les énergies, déjà, on va faire deux choses. On va faire déjà, un, demander, qui est très important. Deux, on va nommer aussi les énergies que l'on veut recevoir. Donc, je demande, par exemple, j'arrête mes activités, je me mets dans un endroit tranquille, mais on peut faire ça dans le métro en fermant les yeux, hein, c'est pas un souci. Et à ce moment-là, je demande, et la demande est essentielle. Si vous ne le faites pas, vous allez attendre longtemps qu'elles arrivent. Et puis après, vous pouvez demander, par exemple, je demande à recevoir les énergies telluriques, c'est-à-dire de la Terre. Je demande à recevoir les énergies de l'univers. Je demande à recevoir les énergies spirituelles, voire divines, si vous voulez. Et donc, là, vous demandez. Et quand on demande, on reçoit. C'est écrit dans toutes les religions. Demandez et vous aurez. Hein. Donc, rien de très nouveau en la matière. Mais il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous risquez d'attendre très longtemps un résultat. Et ensuite, il faut rester concentré sur cette demande. Parce que si vous êtes en train de demander, oui, j'aimerais bien recevoir les énergies, putain, en fait, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, et puis il faut que je refasse le plein d'essence, etc. Bing, vous avez changé votre concentration, et donc ça coupe le transfert d'énergie. À ce moment-là, vous demandez donc à recevoir les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines, et puis vous restez concentré sur cette demande. Et ça, c'est très, très important parce que plus vous allez rester concentré, vous sentez d'ailleurs ces énergies qui rentrent en vous. Pour les Polynésiens, par exemple, les énergies qui rentrent en nous, c'est l'énergie du Ha. Du Ha. Du Oui. Ha. Le Ha sont les énergies divines. Et donc, ces énergies du Ha rentrent en nous et se transforment en mana. Là, on a tous entendu parler du mana, de la force, de la vitalité.
elle se transforme en mana. Et pour les Polynésiens, d'avoir un mana puissant nous rend invincibles. Voilà, donc c'est un bon programme quand même aussi. Et sachez que l'univers aussi, quand vous êtes, c'est pour ça que d'aller dans les forêts, dans la nature, elle vous envoie aussi Pour se beaucoup, ressourcer, beaucoup, oui, beaucoup de ouais. tout à Pour se fait. ressourcer au point de vue énergie. Là, je suis toujours sur le plan énergétique, je ne parle pas encore du reste. Oui, Et vous savez, l'environnement, tout notre environnement, maintenant, on a une partie des secrets, on n'a pas tout, hein, on est loin de tout connaître, mais on sait que tout notre environnement, y compris nous-mêmes, nous sommes des émetteurs de ce qu'on appelle les ondes scalaires. Les ondes scalaires sont des ondes très particulières, mais c'est des ondes de la vie. En ce sens que les, les ondes qu'on a l'habitude de connaître, c'est les ondes électriques, etc., ou les ondes radio, etc., qui sont des ondes électromagnétiques qui sont sinusoïdales. Voilà. Tandis que les ondes scalaires ont une particularité tout à fait différente, c'est qu'elles sont sphéroïdes, c'est elles sont en forme de ressort, si vous voulez. Et donc, ces énergies sont des énergies propres à la vie. Et c'est là aussi, c'est ça qu'on va capter également, ces énergies propres à la vie. Ces énergies hélicoïdales, elles ont la même conformation, la même forme que là, notre ADN, mais aussi la plupart de nos protéines. Les protéines sont spiralées, après ça elles sont tordues, ce qui fait perdre un petit peu cette vision, mais autrement elles sont spiralées. Les protéines sont les molécules de la vie, là encore comme l'ADN également. Et pour vous donner un exemple de son importance, de ces énergies que l'on reçoit déjà d'une manière inconsciente, eh bien ils ont fait une étude avec des lapins qu'ils ont mis dans des cages plombées, donc ils ne pouvaient plus recevoir les énergies environnementales, dont les énergies scalaires. Et en fait, ils ont continué de les nourrir, de les boire, de leur donner à boire comme habituellement. Mais la plupart de ces lapins sont morts en quelques jours parce qu'ils étaient privés de l'arrivée de cette énergie. Donc c'est pour vous dire un peu l'importance que peut revêtir cette énergie pour nous, pour déjà notre vie, notre état de santé, et puis lutter évidemment contre la maladie et bien d'autres choses dont on va discuter là tout de suite. Donc, mais pour capter les énergies, vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand, à tout moment. Et il suffit de demander, de rester concentré sur votre demande autant de temps que vous le voulez. Voilà, c'est pas compliqué. Et il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de position. On me pose souvent la question, oui, mais à quelle heure il faut faire ça? Oui, mais dans quelle position, etc. Alors, de temps en temps, je réponds en souriant qu'il faut faire ça entre 4h44 le matin et 5h52 en position du poirier, évidemment, parce que autrement, ça ne marchait pas. comme ça c'est plus facile. Ça rejoint un peu la loi d'attraction finalement avec l'univers, le fonctionnement, où là il y aurait aussi beaucoup à dire avec ces Excusez-moi, énergies. le, Je disais le, ça nous fait penser un petit peu aussi à la loi d'attraction et l'univers, justement. Ça me fait penser un peu avec ces énergies qu'on capte. Alors, moi, j'ai une question à la suite, justement. Vous disiez tout à l'heure, il y a des énergies positives, mais les énergies négatives, on en parle aussi dans la société. C'est-à-dire qu'on peut les aspirer. Ça veut dire que c'est quoi exactement, concrètement, ou comment ça fonctionne? Ou comment s'en protéger aussi? c'est-à-dire c'est qu'il y a les énergies négatives, et puis on va parler aussi, il y a des entités négatives. Hmm. Donc ça, c'est encore deux choses différentes, avec des personnes aussi qui sont capables d'envoyer des saloperies, voilà, bref, passons. Et donc, c'est bien sûr, même une pensée négative va avoir aussi des répercussions sur les autres. Souvent, moi, je fais faire un petit exercice dans mes formations où je mets les personnes deux par deux, et puis je les mets face à face et je leur dis, ben, il y en a un des deux qui va commencer par envoyer de l'amour à l'autre, pendant que l'autre ne fait rien, ferme les yeux et regarde et apprécie ce qui se passe. Et après ça, on inverse les rôles, bien évidemment. Et donc, on s'aperçoit que déjà, quand on est dans cette énergie-là, on est bien. Quand on envoie de l'amour, on est bien. Mais quand on en reçoit, nous sommes bien également. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, si on est bien en recevant de l'amour, et si ça nous fait du bien, c'est évident que quand on reçoit déjà des pensées des autres qui sont
négative, ça va pas nous arranger non plus par rapport à ça. Quelque part, c'est une énergie négative. Après ça, évidemment, on est dans un monde de dualité, donc évidemment, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il y a des énergies négatives, par exemple dans les lieux stagnants qui peuvent être les marécages, les endroits même les cimetières ou les endroits des ours comme ça. Donc il y a souvent des énergies qui stagnent et qui sont perturbatrices. Il y a beaucoup d'énergies aussi, on parlait aussi tout à l'heure des énergies usagées. Ce sont des énergies saines, elles sont usagées, elles sont mortes. Donc c'est pas des énergies qui sont très bonnes pour la personne. Donc c'est évident que quand une personne a une maladie, elle a un mal, comme on dit, voire même un mal-être, c'est pareil, eh bien, elle a un mal et ça veut dire qu'elle est aussi souvent chargée sur le plan énergétique de mauvaises énergies. Souvent, il y a un blocage énergétique et puis après ça, chargé de mauvaises énergies qui peuvent venir de nos propres pensées également quand on est en train de ruminer des choses négatives par rapport à nous. Donc, c'est sûr que on est dans la dualité, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon notre état d'esprit également, on y vient tout doucement dans la pensée positive qui est l'étape suivante, c'est que selon notre étape suivante, notre étape pensée, pardon, eh bien, par la loi d'attraction, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que on va attirer ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On n'invente rien, on attire les éléments que l'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'il est très important de sortir des sentiments de haine, de culpabilité, de dévalorisation, de rancœur, de rancune, qui sont des acides et qui ne font qu'attirer à nous des situations tristes et malheureuses. Et c'est pour ça qu'il est important de se mettre haut. Et en plus, ça nous attire vers le bas. Ça nous fait baisser nos niveaux vibratoires, ça fait baisser nos énergies. Et donc, et inversement, les pensées élevées, positives pour nous, commençons à penser du bien de nous, commençons par nous aimer nous-mêmes. C'est le numéro un. Après ça, des pensées positives avec l'altruisme, avec le partage, avec la compassion, l'empathie, etc. Voire même, si on peut, l'amour. Mais l'amour, c'est pas si évident que ça. Et ça s'apprend. Et donc, toutes ces énergies vont favoriser la montée de notre niveau vibratoire dont on parlait tout à l'heure. On peut le capter par les énergies extérieures, mais on peut aussi le faire par nous-mêmes. Et ces pensées sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui nourrissent nos pensées ne restent pas enfermées, donc déjà elles vont vivre, elles vont tourner autour de nous et donc là encore ça fait des éléments extrêmement perturbateurs déjà pour nous, et comme la loi d'attraction va agir, elles vont attirer à elles encore d'autres mauvaises énergies qui vont finir par nous faire croire qu'on avait bien raison de penser ce qu'on pense. Mais c'est nous qui avons créé le mouvement. Oui. C'est pour ça que souvent on a tendance à dire quand on a un pépin ou des problèmes à un moment donné, il y a un cumul derrière en fait quand on reste dans cet état de pensée finalement. Et pour en revenir aussi aux énergies, même si c'est pas ce mot qui est utilisé, je fais cette petite parenthèse aussi par exemple dans les hôpitaux pour les maladies, ou vous qui avez fait justement cette spécialité en cancérologie, on a tous auprès de nous eu des personnes qui ont eu des cancers, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on parle aussi du mental, que ça fait une partie de la guérison. On ne dit pas directement énergie, mais c'est marrant on entend souvent dire, voilà, le moral, c'est 50% de la guérison. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, mais on l'a toujours le moral, entendu. c'est vrai que ça fait partie des éléments essentiels, la lutte contre le stress, contre l'émotivité, etc. Et la déprime, tout ça, qui sont des éléments extrêmement normaux et logiques dans une maladie cancéreuse, par exemple. Mais même si c'est logique, il ne faut pas s'y complaire. Il faut vraiment. On a le droit de pas d'avoir d'un coup de déprime une journée, mais il ne faut pas non plus vouloir y rester et sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire, c'est que pour moi, la maladie, au départ, vient d'une souffrance de l'être, une souffrance de l'âme, pour même dire. Et en fait, quand il y a une souffrance, pourquoi il y a une souffrance de cet être, de cette âme? C'est qu'en fin de compte, la plupart du temps, nous ne sommes pas
sur notre route. C'est-à-dire que, comme le disait très bien le docteur Bach, j'ai travaillé aussi, j'ai fait encore Oui. aussi une formation en de Bach, et le docteur Bach disait très bien, on a beaucoup travaillé on connaît bien ces petites fleurs, mais on n'a pas tellement écouté son discours, qui est remarquable, extraordinaire cet homme. Et lui, il disait, nous tombons malades parce que nos actions dans la vie moderne, dans la vie quotidienne, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. On fait ça, oui, mais parce qu'il faut bien que je le fasse, parce que personne ne le fera, ou il faut bien que je le fasse, parce qu'il faut gagner ma vie, etc. Mais seulement, on est triste au fond de nous-mêmes parce que ça ne répond pas à nos attentes, aux attentes de l'être. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'être va commencer à se manifester. Il va se manifester par des petits signes au départ, par simplement un mal-être, par rapport à des intuitions. Il va nous donner des petites informations par la petite voix dans la tête, des synchronicités, des choses comme ça. Et puis, comme on a la tête dure et qu'on ne veut pas entendre tout ça, on va oublier. Donc, après ça, il va y avoir donc déjà des petites situations désagréables qui vont arriver. Ces petites situations désagréables, pouf, un petit truc, allez, on va passer là-dessus, etc. On l'envoie dans notre inconscient et quelques temps plus tard, ça nous revient en pleine figure. 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, mais plus fort. Et puis à chaque fois, ça revient, à chaque fois, on le renvoie toujours dans l'inconscient parce qu'on ne veut toujours pas le solutionner, on ne veut toujours pas l'accepter. Et je dis on parce qu'on est tous pareils. Et je dis à ce moment-là, ça ressort et ça ressort à chaque fois un petit peu plus fort. Et au bout d'un certain temps, quand on n'a pas entendu tous ces appels, je dirais, bénins, à ce moment-là, l'être va commencer à parler par le corps. Par le corps, et c'est pour ça que il va toujours nous, par exemple, provoquer une douleur un petit peu à droite ou une douleur à gauche. Ça ne va jamais se localiser d'une manière, comment dire, par hasard. Donc, ça va, Significatif, oui. ça va toujours se localiser à un endroit précis qui veut dire quelque chose au niveau de la symbolique de la maladie. Et puis, au fur et à mesure, si là encore on n'entend rien, bah, ça va devenir jusqu'à des maladies qui peuvent être plus importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maladie n'est pas une punition. Absolument pas. La maladie n'est pas, elle est simplement là pour essayer de nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur notre route. Donc à nous d'entendre les messages par la symbolique, faire un petit peu le point dans son corps, dans son cœur et dans sa tête pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Tout ça, c'est important. Ça n'empêche pas de faire les soins conventionnels et naturels. Ça n'empêche rien. Il faut travailler sur le plan physique également. Mais ça, il faut aussi comprendre le message du corps. Et le comprendre est déjà une bonne chose, mais ça ne suffit pas encore. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire les changements que demande notre être. C'est ça, c'est les changements. Et les changements qu'il nous demande de faire, eh bien, tout simplement, sont des changements qui vont nous remettre sur notre route. Et cette route, c'est tout simplement la voie du bonheur. Donc, c'est pas. Ce qui n'est pas toujours, c'est vraiment très intéressant parce que effectivement, c'est souvent quand on se sent mal, c'est qu'on n'est pas aligné. En fait, ça me rappelle un livre qui s'appelait Changer. Alors c'était pas changer de travail, c'était un livre qui expliquait qu'en fait il y avait beaucoup d'expériences de personnes qui avaient un métier. Je me souviens justement d'un homme à l'occasion qui travaillait dans la finance. Parce que sa famille, il avait fallu qu'il fasse des études dans la finance, c'était obligatoire, il y avait le statut aussi familial, éducatif. Mais il était très malheureux, cet homme, en fait. Il avait une bonne situation, mais son rêve à lui, c'était d'être coiffeur. Pas du tout la même chose. Et puis un jour, il a craqué au bout d'un certain nombre d'années et il a tout caché, excusez-moi. Il a tout lâché et du coup, il a fait coiffeur, il a perdu sa compagne qu'il a quittée, il a perdu des amis, il n'avait plus le même statut social parce que évidemment pas les mêmes revenus. Mais il explique dans ce livre qu'en fait ça lui a changé sa vie et qu'il n'avait jamais été aussi heureux que ça. Donc il a osé. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, même s'il faut être aligné comme vous le dites, c'est pas toujours évident pour différents facteurs. Ça peut être familial, ça peut être éducatif, ça peut être même religieux. C'est pas facile. Oui, mais là, là encore, il y a une erreur, à mon sens, c'est que de suivre son chemin de vie n'est pas forcément un métier. En ce sens qu'on peut très bien
avoir un métier qui nous permet de vivre, un métier qui nous permet de financer les études de nos enfants, etc. Mais et à côté, et mettre en place à côté des activités qui seront en adéquation avec les appels de notre être. Donc notre être ne demande pas forcément de tout plaquer et de changer complètement de métier ou d'orientation, etc. Ça, il faut bien le comprendre, ça. C'est qu'on peut très bien faire un métier qui nous plaît, et puis à côté de ça, mettre en place des actions. Et après, eh bien, bah, on verra un petit peu de quoi il en retourne. Mais on n'est pas, vous savez, et je dis souvent que il n'y a pas de, et on parle beaucoup de la mission, par exemple, la mission de vie. Et la mission de vie est un terme qui est trompeur, en ce sens que la mission de vie, c'est comme si on nous disait, c'est un peu, ça me fait penser toujours aux coureurs de marathon, et puis c'est la mission, c'est comme si on passe la ligne d'arrivée, voilà, ça y est, j'ai fait. Et ça, c'est pas comme ça. La mission n'est pas un travail, et on n'est pas là. Si on n'est pas là pour sauver le monde, on n'est pas là pour faire la guérison miraculeuse, d'être un grand thérapeute et tout ça, ça flatte notre ego, rien de plus. Donc c'est bien complètement en dehors de la mission de vie. D'accord. Je peux vous le dire. Là, tout ça, ce ne sont que des outils qui vont nous permettre de faire notre mission. Et la mission, qu'est-ce que c'est? Ben, je paraphraserai Lao Tzu qui disait: il n'y a pas de chemin vers le bonheur c'est le chemin. Eh bien moi je dirais, il n'y a pas de chemin vers la mission c'est le chemin. C'est-à-dire c'est toutes ces petites expériences, épreuves de temps en temps, que nous allons rencontrer et que nous allons solutionner, avancer et comprendre. C'est ça ce qu'on nous demande dans la mission. Et je peux même vous dire aussi, allez, je vais te donner un secret, Valérie. Parce que tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? C'est vrai, c'est vrai. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs qui parle de la mission de vie, du chemin de vie, et puis trouver son chemin de vie. Et là, il y a déjà plein de petites questions qui pourront déjà aider ceux qui sont en recherche de ça. Mais indépendamment de ça, la mission de vie, pour tout le monde, il y a un facteur commun, obligatoire pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de mission de vie sans amour. Donc c'est d'être heureux, c'est le bonheur en fait. On est ici pour être heureux et vivre des expériences. Voilà. Je crois qu'on en parle aussi dans la loi d'attraction, j'y reviens, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi à travers votre livre et même d'autres livres et même la prophétie des Andes et d'autres livres comme ça que je découvre au fur et à mesure. Et c'est d'être heureux et de vivre des expériences et d'avoir de l'apprentissage. C'est ça finalement notre mission de vie. À partir du moment, c'est pour ça, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que si on ne sait pas sa mission, commencez par être dans l'amour, d'être dans l'amour. Et donc ça, c'est vraiment important. Et il faut bien savoir que le bonheur est important en ce sens que on met toujours, oui, mais dans la vie, il faut bien souffrir, etc. Tout ça sont des croyances. Ce ne sont que des croyances. On nous a jamais, l'homme et la femme, et ne sont pas faits pour souffrir. Et je vais vous donner la preuve qu'ils ne sont pas faits pour souffrir. Parce que tout simplement, quand on est dans la souffrance, on est dans la douleur. On n'est pas fait pour vivre dans la douleur. Quand on est dans le bonheur, on est heureux. Donc, on est programmé pour ça. On est programmé pour vivre dans le bonheur, dans l'amour, etc. Et c'est pour ça que si on met cet amour, cette pensée d'amour, qui va être peut-être difficile au départ. On va peut-être commencer avec la compassion, l'altruisme, le partage, l'équité, l'intégrité. Mais si on est déjà dans ces pensées et que toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes sont imprégnés de cette pensée d'amour, eh bien là, vous allez vous rapprocher énormément du bonheur parce que les conflits, ça disparaît, ça fond comme la neige au soleil, et c'est vraiment, et donc quand il y a des choix à faire, toujours choisissez le choix qui vous rendra heureux, mais il faut faire attention aussi à ce choix qui nous rendra heureux, parce qu'il y a l'ego aussi. Oui.
oui, mais Ça, c'est compliqué si j'ai aussi. une belle promotion sociale, etc., donc ça me rendra heureux. Non, non, ça fera du plaisir. Ça fera du plaisir au moins pendant les premiers temps. C'est comme d'acheter une belle voiture, ou une belle télévision. Ça fait plaisir, mais on a vite oublié. Ça, c'est C'est le d'ailleurs pour ça plaisir. qu'on Le s'en lasse. bonheur, c'est Mm. C'est d'ailleurs oui, pour on ça a le qu'on droit s'en d'être lasse. dans le plaisir, on a le droit d'avoir. Mm. Faut pas le dénigrer non plus. Hein, ça fait partie de notre vie aussi. On a le droit de cueillir ces plaisirs-là, mais il faut bien comprendre que c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de se lever le matin et puis d'être heureux de se lever et d'être heureux de ce qu'on va faire dans la journée. Ça, c'est le bonheur. Ça ne se discute pas. Ça vient tout seul. Et c'est la pensée qui va conditionner aussi tout ça. C'est quand ces pensées d'amour, ces pensées élevées. Et ça, c'est extrêmement important, ces pensées élevées, parce que on revient sur le sujet de départ. Ça nous permet de remonter son niveau vibratoire. Et quand on remonte son niveau vibratoire comme ça, avec des pensées élevées, voire spirituelles, lançons le mot, eh bien à ce moment-là, déjà, les énergies négatives ont beaucoup moins de prise sur nous. Oui. Ça, c'est déjà extrêmement important. Même la maladie, même les virus, etc., ont beaucoup, beaucoup moins de prise sur nous. Et d'un seul coup, nous relativisons beaucoup les événements parce que nous sommes dans l'essentiel et on s'aperçoit que le reste, oui, c'est important pour notre vie matérielle, mais ce n'est pas le plus important pour notre être, en fait. Donc, c'est C'est vraiment une prise de conscience et un travail vraiment que chacun doit faire. Mais c'est vrai que vous parliez justement de pensée positive, d'énergie, et on se rapproche quand même de mission de vie. Donc on se rapproche quand même de ce côté du thème que je voulais aborder, qui est la spiritualité aussi, et comment justement arriver à mettre ça en place quotidiennement. Parce qu'on peut avoir. Alors après, il y a aussi des. Je ne sais pas si je peux dire, on a tous des personnalités différentes et on arrive, plus ou moins, selon peut-être l'expérience, ou je ne sais pas, peut-être des vies antérieures, justement à positiver plus facilement que d'autres personnes qui vont baisser littéralement les bras. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, où là c'est très compliqué, c'est difficile de. C'est même parfois gênant de vouloir apporter des choses positives sans, voilà, sans la partie égo, hein, je précise, parce que quelquefois ça peut être aussi mal interprété parce que on vit dans un contexte très compliqué, c'est bien gentil de positiver, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Or, là, moi je vois que deux solutions dans cette société: soit on se met une corde au cou tout de suite, soit on continue, voilà, de positiver pour avancer. Donc voilà, on se rapproche de la spiritualité et comment ça fonctionne, et je vous laisse la parole de nouveau. oui, ben là, il y a aussi une erreur qui est généralement faite, c'est que quand on est dans l'amour, la compassion, etc., on n'est pas des bisounours. Nous ne sommes pas des bisounours. C'est qu'on a le droit de dire non. On a le droit de dire je ne suis pas d'accord, je ne pense pas ça comme ça. On a le droit de s'opposer, mais toujours dans le respect de l'autre. Il faut être là encore dans notre intégrité, c'est-à-dire de dire ce que l'on pense et de faire ce que l'on pense. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, on n'est pas des bisounours. Par contre, on a le droit de présenter les choses autrement. Après ça, les autres, le prennent ou le prennent pas, c'est plus notre histoire, c'est la leur, c'est leur problème, c'est plus le nôtre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, ces paroles, même si elles ne sont pas entendues de prime abord, vont faire leur chemin dans la tête des personnes. Et puis, elles vont souvent, avec le temps, comprendre un certain nombre de choses qu'on a pu leur dire. Et donc, il ne faut pas forcément vouloir un résultat immédiat. Ça arrive souvent un petit peu en décalage ou en décalé. Et là encore, il n'y a pas de fierté à avoir parce que nous aussi, on a des blocages, nous aussi, on a on a suivi toute une évolution, etc. Et donc, que les autres ont fait, que leur vie a porté sur d'autres choses, il n'y a pas de fierté par rapport à ça, mal placé, ce sera encore une histoire de l'ego. Et l'idée est plutôt de se dire, OK, je suis dans mon intégrité. Ça, c'est important. L'intégrité. L'intégrité est donc de faire et de dire tout en respectant les autres quand on n'est pas. Donc, il n'y a pas de bisounours par rapport à ça. Alors, comment être dans l'amour? Comment être dans l'amour? Donc, c'est déjà, bon,
on peut, l'amour, on pense tout de suite, bah allez, il suffit que je claque des doigts et puis je suis dans l'amour. Ce serait trop facile. Alors c'est vrai il y a des situations où c'est pratiquement comme ça. Par exemple, les élans amoureux. Oui, Bingo. Avec tout le à petit fait. Cupidon qui envoie sa flèche d'un seul coup. Bingo. Là, on est prêt à escalader les montagnes. On est prêt D'ailleurs, je à me se. permets de vous couper. Je vous dirais, dans cette période, souvent d'ailleurs, on s'aperçoit que les gens ont moins faim, même au niveau alimentation. Ils sont remplis d'amour. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ils ont est prêts de se passer du boire et du manger, etc. Mais ce qu'il faut bien malheureusement comprendre, c'est que cet état-là ne perdure pas non plus. Il s'entretient, là encore. Il s'entretient au couple d'entretenir cet état amoureux. Mais après ça, il y a aussi l'amour maternel ou paternel, qui généralement est quelque chose de spontané. Quoique, pas toujours aussi évident que pour tout le monde. Mais dans les situations communes, je vous ai dit, le plus intéressant, c'est de commencer par des choses qui sont déjà en adéquation avec l'amour, mais qui sont déjà plus faciles à, à acquérir. Je parlais de l'intégrité, je vous parlais du partage, de l'équité, je vous dirais de la compassion, de l'empathie, du non-jugement. Donc, parce que le jugement, c'est terrible dans notre société, c'est ce qui nous fait des ravages. Et donc, tous ces éléments vont commencer à nous préparer dans un état d'esprit. Mais cet état d'esprit, il faut commencer par le vouloir. Je veux être dans cet état d'esprit, je ne le veux pas. Si on ne part pas de ce point-là, après ça, on le met avec des choses simples. Et puis, pour les personnes qui ont du mal à, à ressentir, à développer cet amour, eh bien, je dirais, revenez un petit peu, vous avez eu des situations dans votre vie, vous avez eu des élans d'amour, des situations où vous étiez pleine d'amour, et ça a duré ce que ça a duré, mais peu importe. Et rebranchez-vous sur cet état que vous avez ressenti à ce moment-là. Et si vous l'avez ressenti une fois, vous pouvez très bien le recommencer si vous le désirez. Donc reprenez un petit peu contact avec ces élans du passé et ça vous donnera un petit peu les clés, le fil d'Ariane pour que vous puissiez de nouveau les générer aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est j'allais dire un travail, c'est pas le mot, c'est pas le bon mot, c'est une volonté de le faire parce que ça demande des efforts De continuels lâcher au prise, départ. peut-être. De lâcher prise, De là, peut-être, non? De lâcher prise, peut-être, non? oui, oui, c'est pas ce que j'aurais vu. C'était plus, on a tellement des réflexes, des désirs, un ego, un mental qui vient sans arrêt, et puis le jugement. Vous savez, quel imbécile celui-là, mais C'est vrai. etc. Donc, ça sont des éléments qui sont, je dirais, pratiquement automatiques au départ de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre société. Et donc, il faut à chaque fois s'apercevoir, non, non, j'enlève ce que je viens de dire, c'est imbécile, je ne sais pas ce qu'il vit, donc comment je peux le traiter d'imbécile, je ne sais pas du tout quelles sont ses motivations, etc. Et donc au contraire, envoyer des pensées positives pour essayer d'effacer la pensée négative qu'on lui a envoyée. Et donc faut être gentil avec nous, hein. On va pas être quelqu'un de merveilleux, et c'est pas, je pense qu'on a le travail de toute une vie hein, par rapport à ça. Oui, Je c'est dirais en déjà partie. dans un complètement, je pense, ou plusieurs vies, mais je ne sais pas, mais peut-être c'est déjà d'essayer d'être bienveillant. C'est vrai qu'on a tendance à le faire automatiquement, à râler, à faire des choses comme ça qui sans penser, sans Oui, vouloir forcément faire du mal, mais c'est vrai on peut le faire et là, on n'est pas dans la bienveillance à ce moment-là, mais on s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, hein. Il y a aussi la ah oui, société qui façonne tout ça et je oui, mais dirais, enfin, facteurs. je vais vous dire un endroit qui est absolument merveilleux pour ce genre de réflexion, sont les conducteurs de voitures. Oui, oui, complètement. Oh, il n'y a pas que ça maintenant. Je crois qu'il y a la Non, non, il n'y pêche a au pas que ça. magasin, il y a Mais plein de choses. je veux dire que quand je vois des réactions de conducteurs de voitures, euh,
il y a des fois, quand je suis en voiture avec eux, mais je suis mort de rire, et puis je leur dis, mais arrête, il faut que tu me fasses un sketch, hein, parce que c'est trop, Non, mais c'est vrai que c'est c'est trop merveilleux. difficile. Et le pire, c'est qu'on on s'irrite soi-même, quoi. C'est-à-dire que l'impact Oui, n'est tout pas à fait. simplement Et sur puis, l'autre, il est vraiment. donc, voilà, donc c'est pour revenir un petit peu sur cette notion d'amour. Ce qu'il faut, c'est déjà commencer par le vouloir, mettre des choses simples, se rappeler déjà un petit peu des sentiments d'amour qu'on a pu, les périodes d'amour qu'on a pu développer dans le passé, qui nous font ça. Et puis au fur et à mesure, eh bien quelque part, ça va se mettre en place dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est beau. Alors, vous parliez de peut-être plusieurs vies. Là encore, c'est pessimiste. Euh, moi, je suis plutôt toujours un optimiste. Et s'il y a une chose que je veux pas, je leur dis toujours là-haut, euh, allongez-moi le chemin tant que vous voulez, mais si vous pouvez m'éviter une nouvelle incarnation, je suis preneur. Parce que repasser par l'accouchement, Ah oui, l'éducation, etc., là, je veux dire, ça me fait pousser de l'urticaire rien que d'y penser. Alors, ils ont été jusqu'à présent, ben, ils me donnent des petites rallonges, a priori, parce que je suis pas encore un élève extraordinaire, hein. Je veux dire, j'ai plein de défauts que j'essaye d'amender. Alors, il me laisse un petit peu plus de temps pour les amender, les oui, mais améliorer. quoi qu'avec les peuples que vous avez dû rencontrer, tibétains, ça a dû être passionnant parce qu'ils ont une autre façon de vivre et de penser qui est très très éloignée de voilà, notre société moderne, hein. On le sait bien, même si on essaie de faire bien au quotidien, voilà, on est rempli de défauts, effectivement. Et je dirais, ça rejoint aussi, on parlait un peu, on se rapprochait de la spiritualité, mais souvent on dit quand on est plein d'amour, alors je ne sais pas s'il y a vraiment une personne parfaite, hein, mais en tous les cas, c'est qu'on est connecté aussi, je ne sais pas si on peut appeler au divin, à l'univers, mais c'est qu'on est connecté et qu'effectivement, on arrive à prendre du recul, je ne sais pas si je peux l'expliquer comme ça, mais par rapport aux situations, par rapport... C'est un travail très, très difficile à faire au quotidien, hein, surtout dans notre société. Donc, et comment faire? Est-ce que justement actuellement il faut faire un peu de méditation? Comment arriver chacun dans le quotidien si vous avez des petites choses comme ça à nous dire? Il y a déjà la méditation est certes quelque chose de très intéressant. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas besoin d'être un grand maître pour faire de la méditation. On peut faire ça, la méditation, très bien en quelques minutes en se renfermant dans notre corps et en se concentrant, par exemple, sur notre respiration. Et ne pensant que ça. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien, qui est déjà très efficace. Après ça, il y a la prière pour ceux qui sont croyants, quelle que soit la religion, hein. J'insiste bien parce que je suis pas là pour faire du prosélytisme, et toutes les religions sont là pour nous conduire. Les religions, je les compare souvent un peu, et la spiritualité, c'est un peu les faces d'une même pyramide. Chaque face correspond à une religion ou une correspond à la spiritualité. Et ces pyramides, eh bien, nous aident à monter vers le divin. Religion, c'est religare, c'est en latin, c'est relier les êtres humains au divin. Donc ça nous apprend à monter et tout simplement, on monte tous vers le même sommet qui est le divin. Et Dieu merci, le divin est le même pour tous, même si il présente des noms différents, ça n'a aucune importance. Il y a toujours qu'un seul divin, et donc ça nous permet d'avancer, d'évoluer. Alors, aujourd'hui, nous pouvons développer notre propre personnalité, notre propre spiritualité justement par la méditation, par la prière, et puis après ça, on peut le faire aussi au sein de religions. Il n'y a pas de mauvaise solution, il y en a que des solutions différentes, parce que certaines personnes ont besoin d'une structure pour être aidées, être accompagnées. C'est tout à fait aucun souci par rapport à ça. Et donc la prière est aussi importante parce que pour moi c'est le téléphone avec Dieu aussi. Donc et c'est pour ça que quand vous faites une prière, que ce soit une prière de votre cru ou une prière toute faite, une fois que vous avez cette communication, arrêtez de répéter la prière et écoutez ce que le divin a à vous dire. Alors donc il y a la prière, il y a la méditation. Après ça, je dirais, il y a aussi les activités artistiques.
Nous sommes tous des artistes, hein, nous sommes tous des artistes. Alors on pense tout de suite à la peinture, à la musique, etc. Oui, c'est vrai, mais de faire une belle recette de cuisine, de faire un beau bouquet de fleurs, de faire une, une belle robe de couture, un beau travail de menuiserie, tout ça c'est de l'art aussi, hein, donc il ne faut pas dévaloriser. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et quand on est dans ce qu'on aime faire, justement, là encore, c'est comme dans la méditation. Le mental, l'ego s'efface, et là, on rentre plus en contact avec notre être. Après ça, il y a l'écoute de la musique, musique sacrée, musique religieuse, etc. Il y a le contact avec la nature aussi, quand on marche dans la nature, quand on vit dans la nature. Moi, il y a bien des années, j'avais fait un potager. Malheureusement, je n'ai plus guère le temps de le faire depuis bien longtemps, mais en faisant ce potager, j'observais la nature et j'ai appris autant en faisant ce potager qu'en lisant tous les grands livres des grands sages de tous les temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est magnifique. Après ça, prendre simplement le temps de temps en temps pour s'arrêter et réfléchir. Réfléchir au sens de sa vie. Réfléchir, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est là par hasard? Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Est-ce qu'il y a des réincarnations? Est-ce qu'il y a un Dieu? Voilà, c'est des choses qu'il faut sans forcer, sans se taper la tête contre les murs, c'est simplement commencer à y réfléchir, c'est déjà important. Donc tous ces petits éléments vont permettre aussi d'être beaucoup plus en contact avec notre être et de plus en plus en contact avec notre âme, et donc de pouvoir à ce moment-là, là encore, développer notre spiritualité avec la recherche de sens, sens de sa vie, sens de la vie d'une manière générale. Tout à fait et merci et c'est vrai qu'est-ce que, justement la question du sens de la vie, c'est pas une question qui est très importante parce que si la plupart on voit avec le dernier confinement et cetera que vraiment il y a eu beaucoup de personnes qui se sont posées ces questions, du fait de par exemple aller on dit souvent métro, boulot, dodo, le sens de la vie et est-ce que ça éviterait pas justement d'avoir certaines peurs, d'éviter ces problématiques d'ego, notamment sur Internet, hein, qu'on voit tout de suite, c'est de l'agressivité au lieu d'accepter ce que fait l'autre et puis finalement de donner son point de vue, mais plutôt un point de vue constructif pour évoluer tous ensemble. Est-ce que justement d'arriver à comprendre le sens de la vie, pourquoi on est là et comment on est arrivé là aussi, c'est important, ça peut éviter justement d'être effrayé dans notre société actuelle où effectivement par le biais des religions ou même de tout ce qui peut se passer, télé ou internet, on va parler des entités, des esprits, de l'âme, mais ça s'arrête là, voilà, on ne cherche pas plus loin. Il faut bien savoir que et on le sait tous, c'est que notre société est matérialiste, complètement matérialiste. C'est une société en plus sans amour. Donc là aussi, sont des éléments qui ne sont pas aptes à nous aider pour avoir des réponses matérielles. Et je dirais que même la science est terrible aussi pour ça, parce qu'elle se refuse de toute recherche. Alors que si vous regardez par exemple la physique quantique, c'est assez merveilleux parce que la physique quantique commence déjà à nous donner des prémices de l'existence de Dieu. Donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Après ça, la réponse du sens de la vie est toujours un questionnement personnel. Je dis bien personnel. Personne ne peut le faire pour nous, c'est à nous de le faire, et que c'est un cheminement, là encore, qui va prendre toute sa vie. Il est évident qu'on ne pense pas aujourd'hui ce qu'on pensait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. On a changé, on a évolué, on a répondu et compris un certain nombre de choses. Donc c'est un cheminement tout ça vers la compréhension. Et le tout, c'est que de prendre le temps là encore d'y réfléchir, de lire un petit peu ce qui peut être écrit dans les différents textes sacrés des différents philosophes, etc. Il n'y a pas besoin d'observer la nature, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'une nature, elle est magnifique cette nature? Regardez, prenez chaque animal, quel qu'il soit, regardez-le objectivement et vous verrez comment c'est beau déjà. Un animal, n'importe Tout quel à fait. animal, ils sont
tous magnifiques, depuis la moindre fourmi jusqu'à l'éléphant. Et bon, est-ce que tout ça, la beauté est aussi quelque chose d'incomparable, parce que la beauté parle à notre être, parle à notre âme, et nous sommes entourés de beauté quand on vit à la campagne, mais pas à la ville, malheureusement. Oui, Et c'est pour ça que c'était difficile euh, pour ces agglomérations énormes qui nous coupent complètement de ce que nous sommes faits. Nous sommes faits pour être pour vivre dans la nature, entourés de la nature, entourés d'animaux, de oui, végétaux parce que que l'on. même si les villes sont intéressantes pour un certain nombre de facteurs, on va dire, comme vous le disiez, matériels, ou je sais pas, certains disent on vit dans la 3D, enfin voilà, j'utilise des termes que j'ai pu entendre. C'est vrai qu'on est coupé, je le voyais quand on a eu les grosses chaleurs, c'était au mois de juin, ou je sais plus quand il y a eu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, et effectivement pendant la dernière période de confinement. Et je me suis déplacée à un moment, et c'est vrai que je me disais, il n'y a pas du tout d'arbres sur cette ligne enfin, sur ce trottoir. Et il faisait une chaleur, mais comment est-ce qu'on va faire voilà, et on a la chance, nous, on est à la campagne, mais on se rend compte que là, on est déconnecté, un peu comme c'est les lapins, hein, que vous avez donné l'exemple tout à l'heure, l'animal enfermé. On est complètement déconnecté, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, bah, effectivement, au niveau vibratoire, on ne ressent plus rien à part du béton, enfin des choses comme ça. Alors, je peux comprendre au niveau développement, mais c'est un petit peu compliqué après de se rapprocher de la nature. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça nous coupe de la nature, mais ça nous coupe des racines de notre être, hein, également. Et en plus, euh, rien n'empêcherait de planter un certain nombre d'arbres. Il y a les parcs, bien sûr, mais dans les rues, et ça, c'est vraiment extrêmement important. Nous avons une particularité en France, c'est que nous avons des arbres cubiques. Surtout quand vous jouez à Paris, là, je vois tous ces arbres qui Oui, sont taillés au carré. C'est monstrueux de faire des choses comme ça à ces arbres. Et quand vous allez dans les pays anglo-saxons, vous allez dans les villes et il y a souvent des grands arbres qui poussent même autour, près dans une rue, etc. Et en France, dès qu'il y a des grands arbres qui poussent, on les taille, on les coupe en disant c'est dangereux si pour les piétons, c'est dangereux s'il y a des choses qui tombent, etc. Alors bon, c'est dangereux visiblement pour les Français, mais ça ne l'est pas pour les Anglo-Saxons. Hein. Donc voilà. Et donc c'est vrai que la présence d'arbres donnerait déjà un minimum de vie dans ces rues qui sont entourées de voitures en parc. mm, Moi, j'ai aussi une chose qui me fait toujours rire en France, c'est que quand vous allez souvent dans des stations, pour partout, hein, pour partout, mais dans beaucoup d'endroits, quand vous allez dans des stations balnéaires au bord de la mer, eh bien, vous voyez, il y a des beaux parkings. Les parkings, ils sont en bordure de mer. Après ça, vous avez derrière la route et derrière, vous avez le café et les restaurants. Si bien que le café et les restaurants, ils donnent sur l'arrière des voitures et c'est les voitures qui ont une belle vue sur la mer. oui, Voilà, c'est vrai. donc c'est. C'est beau, c'est dans beaucoup d'endroits, effectivement, c'est les voitures qui sont près de la mer. Donc c'est assez étonnant, mais en Voilà. plus, simplement mettre des arbres en bordure comme ça de trottoir partout, ne serait-ce que pour la fraîcheur, pour l'ombre, pour plein de facteurs différents. Et il y en a Bien plus du sûr. tout. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire dans quelques années? On va mettre des parasols tout le long des trottoirs. Enfin, il faisait une chaleur, je m'en suis vraiment rendu compte en marchant un quart d'heure. Et ça, c'est Eh terrible. oui, Donc, ils font des ça fait tunnels sous la partie. terre. Mais non, mais de toute façon, on perd. Vous savez, de toute façon, on perd le bon sens. On perd le bon C'est sens. ça. C'est tout. C'est tout. Bon, après, donc tout ça, ça entraîne aussi une souffrance des individus, et ces souffrances sont s'inscrivent en nous parce que c'est évident que quand vous avez une heure de métro à faire le matin et une heure de métro l'après-midi le soir pour rentrer chez vous, ça vous met pas du baume au cœur mais comme on disait tout à l'heure, faut bien gagner sa vie. Mais là encore, il faut trouver des petits moments au moins dans sa journée, dans sa semaine, dans son mois, dans son année, où on fait des activités qui nous plaisent, et de créer des sociétés déjà
plus humaine et des villes déjà plus humaines serait déjà un premier plan. Hein. Donc, c'est pas facile de trouver un équilibre aujourd'hui entre le développement économique, entre tout à fait. les impératifs de déplacement avec les voitures, etc., et les villes agréables. C'est pour ça qu'on on critique beaucoup. Je connais pas très bien Madame Hidalgo à Paris, mais c'est vrai qu'elle développait des rues piétonnes, etc. C'est quelque chose qui est magnifique, avec l'idée de planter des arbres, etc. Mais faut pas vouloir circuler à Paris en voiture, hein, c'est tout. Tout à fait. C'est Mais c'est vrai que tout ça, ça complique le développement sur le côté, vous disiez tout à l'heure, amour, parce que c'est vrai que le fait d'être malheureux comme ça constamment, pas simplement, c'est pas simplement le fait de courir pour le travail, hein, c'est un ensemble de choses. Ça crée des frustrations chez les êtres humains, ça crée après de la méchanceté, ça crée enfin, de la haine. Et c'est vrai qu'au lieu de répondre avec bienveillance l'un à l'autre, que ce soit sur Internet, que ce soit à la caisse, je disais tout à l'heure d'un magasin, c'est tout de suite quelque chose, tout de suite de la violence en fait. Et c'est vrai que ça montre, alors on ne peut pas tout accepter, mais ça montre un certain mal-être et Oui, on mais voit qu'il. on est d'accord. Mais vous savez, j'ai vécu un certain nombre de temps aussi à Paris, dans des grandes villes comme à Rouen, etc. Et là aussi, il y a aussi des questions de choix. Hein. C'est que Oui, euh, c'est très important. D'ailleurs, je m'amusais, entre guillemets, quand j'étais dans le métro à Paris, bien tassé dans les heures de pointe, à voir tout le monde qui était déprimé, et je le comprends pourquoi. Mais ce que je m'amusais, c'est que je captais les énergies, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et à ce moment-là, je les transmutais en énergie d'amour par mon cœur, et je les envoyais dans toute la rame de métro où j'étais. Et c'était amusant parce que euh, je, je m'apercevais que d'un seul coup, l'esprit des personnes autour commençait à changer. Je voyais un petit peu des yeux qui s'ouvraient, un petit peu plus des petits sourires, des petits peu plus de malice et de choses comme ça. On peut changer aussi déjà pour soi et puis aussi pour les autres. Je me rappelle comme ça une histoire dont j'ai oublié l'auteur, mais c'est l'histoire d'un juif qui était dans le ghetto de Varsovie et et qui a été donc pris par les Allemands. Et au moment où il a été pris par les Allemands, sa femme et ses enfants ont été fusillés. Et lui a été envoyé dans un camp de concentration. Et il y est resté pendant plusieurs années, 2 ou 3 ans, je crois. Et quand les Américains sont arrivés, ils ont eu la surprise de voir cet homme qui était plutôt en bonne, bonne santé, ce serait peut-être un grand mot, mais avec un bon élan, alors que tous les autres qui étaient là depuis beaucoup moins longtemps, eh bien, étaient dans un état de santé absolument déplorable. Alors, ils ont pensé tout d'abord que c'était un collaborateur avec les Allemands. Ils sont renseignés un petit peu auprès des autres prisonniers qui ont bien spécifié qu'il n'était absolument pas collaborateur et qu'il était bien avec eux. Et donc, ils ont commencé à interroger cet homme. Et cet homme leur a dit, bah, écoutez, quand les Allemands ont tué ma femme et mes enfants, et quand je suis arrivé dans ce camp, j'ai eu 2 solutions. La solution que tout le monde prend, et c'est logique, c'est humain, c'est de se mettre dans la haine de l'allemand, du tortionnaire, du bourreau, etc. Et puis moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi peut-être pas la voie de l'amour, mais disons la voie où je considérais que je voyais dans chaque être, y compris les gardes chiourmes allemands, je voyais toujours l'étincelle divine qui était en eux. Et donc, et là, ça lui a permis de vivre en paix, euh, mais pas en paix psychologique, pas physique évidemment, mais ça lui a permis comme ça de pouvoir tenir aussi longtemps dans un camp de concentration en gardant un certain allant général. Donc ça, c'est tout ça pour vous dire, c'est que là aussi, c'est à nous de choisir, comme je le disais tout à l'heure, quelle est l'attitude que l'on veut avoir. Donc c'est très important parce que si on rumine un petit peu le fait qu'on soit dans le métro et que ça nous enquiquine, si on rumine que le travail nous mine, si on rumine tous les éléments qu'on peut
bah, c'est évident que tout ça, ça nous ronge et ça nous fait du mal. Par contre, si on regarde un petit peu les choses autrement, si on essaye de les vivre autrement, c'est pas évident, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, là aussi, bah, les choses seront déjà beaucoup moins douloureuses. Et puis, bah, il n'y a pas d'arbre. Ok. Bon, bah à ce moment-là, je vais déjà mettre un pot de fleurs accroché soit sur mon balcon ou sur la rambarde au bord de ma fenêtre. Je vais les arroser, je vais en prendre soin, je vais les regarder, etc. On peut commencer, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. On peut déjà se faire des petits pots de fleurs pour Ben, admirer un petit tout à peu. fait. Ben, d'ailleurs, avant de revenir sur l'histoire que vous venez de raconter, justement, c'est vrai que au quotidien, moi, j'ai vu pendant le confinement où on pouvait quand même le premier confinement faire des balades. Quand vous rencontrez des personnes dans la rue, mais les grandes villes comme les moyennes villes, hein, il n'y a pas que les grandes villes, c'est vrai que tout le monde est stressé. Personne ne se laisse passer. Alors, je prenais l'exemple des caisses, mais partout, c'est une frustration constante. Quand on rencontre des personnes en forêt, parce que nous, on a la chance d'être proche d'une forêt, c'est pas du tout les mêmes visages. Les gens se disent bonjour, sourient, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et ça, c'est vrai qu'on peut le faire aussi dans les villes. Moi, j'ai une personnalité, on va dire naturelle, mais parce que ça fait partie de moi. Je souris facilement. Donc, c'est vrai, quand je rencontre les gens dans la rue, je souris, je dis bonjour. Et quelquefois, on est face à un individu qui est complètement fermé, qui on ne sait pas s'il est méfiant ou. Eh bien, il suffit d'amorcer le truc, simplement, on dit bonjour. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans ce cadre-là. Après, par rapport à l'histoire, ça, on peut le faire quotidiennement, faire des petites choses. C'est un peu comme un petit pot de fleurs. C'est vrai que par contre, par rapport à l'histoire que vous venez de raconter sur ce monsieur dont sa femme et ses enfants avaient été fusillés, c'est terrible comme histoire. Là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas par contre une force de vie, ou alors est-ce que c'est on peut le dire, un vieil esprit? Quelquefois, on dit ça, une âme qui est plus, parce que on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous cette volonté ou pas tous cette, je ne sais pas si on peut dire énergie, on n'est pas tous voilà, au même niveau, ou je ne sais pas comment je peux l'interpréter, à la même, on ne peut pas avoir le même fonctionnement en fait. Certains vont avoir une capacité de rebondir ou de s'accrocher, d'autres pas du tout. Ce qu'il faut déjà, c'est faire attention quand on parle de vieilles armes, par exemple, etc. Et donc ça, c'est c'est toujours, ça peut toujours flatter l'ego. Il faut y faire attention. Et ce qu'il faut bien savoir aussi que dans la matière de l'évolution, rien n'est jamais acquis. En ce sens que si on prend par exemple sur les réincarnations, il va y avoir des réincarnations qui vont être positives, qui vont nous faire avancer, mais il y en a d'autres qui peuvent être très négatives et qui vont nous faire entre guillemets reculer. Donc on n'a pas de, il n'y a pas de fierté, c'est que on évolue tous comme on peut, avec nos expériences, avec nos vécus. Et puis, bah c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont peut-être être plus avancées sur le plan spirituel, mais les autres vont être plus avancées sur d'autres plans. Donc, faut bien, il n'y a pas non plus de jugement de valeur par rapport à ça. Et donc simplement, ben, on peut simplement indiquer aussi comment les choses peuvent être plus simples, plus douces pour elles si elles font ceci ou si elles font cela. C'est tout. La spiritualité nous aide à rendre ou la religion, pour ceux qui pratiquent, ça nous aide à avoir un meilleur état de santé. Ça a été démontré que la prière, par exemple, ou la pratique de religion améliore l'état de santé ou améliore ou prévient même un certain nombre de choses. Donc tous ces éléments sont importants. Mais là où ce que je voulais en venir surtout, c'était au travers de ce que vous disiez également, c'est que, voyez-vous, vous rencontrez quelqu'un, vous lui lancez un sourire. Ok. Bon, déjà, c'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs les non-parisiens dans le métro, c'est ceux qui sourient. Et mais quand un sourire, si vous voulez, qui va toucher l'autre, va pas le laisser non plus indifférent, et lui aussi va se mettre quelque part peut-être à sourire aux autres personnes qu'il va rencontrer. C'est-à-dire, c'est un peu comme notre pensée. On a une pensée positive par rapport à ce qu'on vit, etc. Mais il faut bien comprendre que cette pensée positive, elle va irradier autour de nous. Et ça, c'est extrêmement important parce que cette pensée, si on dit il va y avoir un changement, ok, mais quel changement va-t-il y avoir? Quel changement va-t-il y avoir? Et le changement qu'il va y avoir, c'est celui que nous allons mettre en place. En ce sens que si nous sommes, là encore, on parlait des avantages
personnelles que peut provoquer des pensées d'amour, mais aussi ces pensées d'amour, ces pensées d'altruisme, de compassion, etc. Elles rayonnent autour de nous. Et si nous sommes assez nombreux à développer ces pensées positives et ces pensées d'amour, eh bien, on sait par exemple, c'est le phénomène de Maharaji, donc, qui dit qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'une majorité de la population pour changer un paradigme, un point de vue. Il suffit qu'il y ait une minorité de la population qui soit suffisamment active et qui travaille de concert pour changer. Donc, combien qu'il en faudrait? Certainement plusieurs milliers, mais plusieurs milliers, ça peut être rapidement fait aussi. Parce qu'à partir du moment où si on est tous en train de vibrer sur cette notion d'amour, de compassion, etc., et qu'on le mette dans chacune de nos pensées, de chacun de nos actes, chacune de nos paroles, eh bien, d'un seul coup, si nous sommes d'un seul coup nombreux, à ce moment-là, on peut changer les paradigmes. Et pourquoi donc? Parce qu'en fin de compte, quand on envoie de l'énergie d'amour à quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était bien, cette personne, quand on avait fait les petits exercices dont je vous parlais. Elle était bien, cette personne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on contribue à monter son niveau vibratoire. Or, comme je vous l'ai dit, quand on monte son niveau vibratoire, on change nos pensées. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans des pensées, justement, d'amour, de compassion, etc. Et qu'inversement, quand on baissant notre niveau vibratoire, on est plutôt dans des pensées négatives, de jalousie, etc. Donc, quand on envoie de l'amour pour nous, ça nous aide à monter notre niveau vibratoire, mais quand on envoie de l'amour aux autres, ça aide également les autres à changer leur niveau vibratoire et à passer dans une autre philosophie, dans une autre manière de voir les choses, et peut-être aussi de développer cette pratique dont je vous parlais. Et ça, c'est extrêmement important dans le monde et dans l'instant que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on sait que demain sera différent d'aujourd'hui, et encore plus d'hier. Il ne faut pas se dire qu'après le Covid, on va recommencer comme c'était avant. Ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Donc la société va changer. Donc à nous aussi, peut-être de profiter de cette situation pour faire un changement dans la douceur, dans l'amour, et non pas dans la haine ou la violence qui risque de se développer. Et donc si on envoie cet amour, si on développe cet amour chacun individuellement, eh bien à ce moment-là, ça va faire tache d'huile. Et si nous sommes suffisamment nombreux, on peut changer le paradigme de notre société. C'est ce que j'ai développé dans mon dernier bouquin, La Révolution de l'amour, en disant que la prochaine révolution ne sera pas dans la rue, mais sera dans les cœurs. Et c'est vraiment extrêmement important parce que nous avons une puissance, je vais en parler du cœur tout à l'heure, on a une puissance énorme au niveau de notre cœur. Notre cœur développe un champ magnétique qui est 1 millier de fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau, par exemple. Et donc, ce champ magnétique est puissant, il va interférer sur les autres. Et si on envoie des pensées positives, même à nos gouvernants ou autres, eh bien, à ce moment-là, ça va contribuer à monter leur niveau vibratoire. Et ça va les aider aussi à trouver des solutions justes, équitables pour tous. Et donc, et c'est vraiment une manière de pouvoir les aider aussi dans leur travail, mais de les aider pour un travail qui soit juste et intègre. Voilà, donc c'est pour ça que cette notion des pensées élevées est très très importante pour nous-mêmes déjà, dans un premier temps, et puis après ça, pour tout ce qu'on va pouvoir envoyer, déjà aider les autres qui sont autour de nous, et puis on peut aussi l'envoyer beaucoup plus loin pour aider le changement positif de notre société. Et nous pouvons tous effectuer ça tranquillement chez nous quand on le veut, et qu'on ait 7 ans ou qu'on en ait 97, ça ne change rien, même si 98, 99 aussi. Et donc, il n'y a pas de jaloux. Et donc, et ça, c'est très, très important parce que là, on est en train d'agir pour l'avenir de notre monde, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. Et c'est à nous de mettre tout ça en place. Personne d'autre. Je trouve que c'est magnifique. Effectivement, ça pourrait être le mot de la fin. Je pourrais le dire comme ça, même si on pourrait continuer des heures. On est déjà un peu plus d'1 heure et demie. Il y a tellement de choses à évoquer que je pense que voilà, je vous solliciterai certainement avec plaisir pour parler de thèmes plus précis parce que vous en avez tellement sur votre site.
Je remercie toutes les personnes qui ont pu assister à ce live. Il sera évidemment mis en ligne et en replay, donc accessible à tous, et je communiquerai dessus, donc sur tous les sites et les pages de réseaux sociaux. Je mettrai également les liens de vos livres, de votre site qui est en cours, donc je précise que votre site internet est en cours et qui va être justement avec des nouveautés et du contenu régulièrement mis en place jusqu'en début d'année. Voilà, puisque vous êtes en train de travailler dessus actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Je vous remercie énormément, Luc, pour ce live qui était passionnant. Je ne vous cache pas que j'aurai encore 1 million de questions, qu'il y en aura d'autres. Et puis, continuons, comme vous l'avez dit, justement, à essayer de positiver, de transmettre de l'amour pour que les personnes aussi s'ouvrent aussi et à leur tour puissent le faire et qu'on puisse avoir une société future un peu meilleure que celle que l'on a à présent. Exactement. Chacun à mettre sa pierre à l'édifice, et il n'y a pas de petite pierre. Il y en a déjà qui disent ah oui mais je suis trop petit pour faire des choses comme ça, qui suis-je? Non non, on a besoin de tous. Il n'y a pas des gens qui vont apporter des grosses pierres puis d'autres des petites pierres. On va tous apporter la même pierre à cet édifice qui va être la société de demain. On a besoin vraiment du concours de tous et du plus grand nombre pour pouvoir arriver. Et rappelez-vous l'effet Maharishi, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, qui a déjà donné des preuves par certaines expérimentations dans certaines villes et dans certains pays. Et donc c'est vraiment extrêmement important de se dire que si on est plusieurs milliers de personnes, peut-être 10 000 ou peut-être 20 000, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est que 10 ou 20 000 personnes sur une population déjà, ne serait-ce que de la France qui fait 67 millions d'habitants? Donc c'est pas grand-chose, et simplement si on est vraiment dans cette énergie-là et si on est actif dans ce point de vue-là, on peut vraiment transformer cette société et on en a les capacités de le faire aujourd'hui. Voilà. Alors je dirais un dernier petit mot qui va être plus pragmatique, c'est que oui, en effet, j'ai un site internet, mais il n'est pas très très actif actuellement parce que je suis en train de développer un tout nouveau site internet où il y aura énormément d'articles. Je suis en train de travailler aussi bien sur la santé que sur l'évolution personnelle, que sur les différentes thérapies. Donc c'est un gros travail, mais que du bonheur et celui-là, attendez, je pense. Peut-être le mois de décembre, j'espère, mais sinon au plus tard en début janvier. Voilà. Donc, mais le site actuel est toujours actuel. On peut opérationnel. retrouver effectivement toutes vos vidéos, mais aussi les formations, les conférences que vous proposez et évidemment les livres qui sont passionnants comme celui, mais je vais aller découvrir les autres. Est-ce que je le mets bien? Voilà, que moi j'ai trouvé passionnant aussi, très facile à lire. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller encore plus vers cette voie et de découvrir parce qu'on se sent mieux. Donc, Oui. un grand merci, Luc, voilà, pour cet échange, pour votre disponibilité, parce que je sais qu'aussi vous avez beaucoup de travail. Et au plaisir d'échanger une prochaine fois avec vous. Moi, j'invite évidemment toutes les personnes qui nous ont regardés à aller découvrir le site actuel, les vidéos, découvrir un peu tout votre travail et prendre contact avec vous si besoin. Je vous remercie. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis au plaisir d'échanger très bientôt avec vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci.